Bonjour, c'est Fabrice Dalmeda. Dans cet épisode, je vous emmène sur les hauts plateaux tibétains, à travers les montagnes de l'Himalaya, mais aussi en Chine et au Japon. Nous marcherons sur les traces de la plus grande exploratrice française, Alexandra David-Néel. Au cœur de l'histoire. Il ne faut jamais dire si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant, et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait, parce que vous auriez été lui à ce moment-là. C'était Alexandra David-Néel en personne, lors de la dernière interview qu'elle a donnée en mai 1969. Elle avait alors 100 ans. Elle faisait le bilan de sa vie intrépide, pleine de rencontres, de voyages et de livres. Car cette femme a traversé le XXe siècle. Sa carrière est absolument inclassable. A-t-elle été orientaliste, tibétologue, comme on dit, cantatrice, journaliste, féministe, ou, et surtout, bouddhiste? En fait, elle a cumulé les expériences. Alors, il faut rentrer dans sa vie, essayer de défaire ce millefeuille d'activités pour découvrir Alexandra David-Néel. Si l'on redécouvre aujourd'hui cette personnalité, c'est parce que dans ce monde où les frontières sont en train de se lever, où les nationalismes s'expriment et les fanatismes reviennent, elle représente quelque chose comme un avant, un moment où l'on recherchait l'autre, dans la tolérance, en n'hésitant pas, en tant que femme seule, à traverser le monde. Et je vous emmène au cœur d'une vie de femme extraordinaire. Lhasa, 28 janvier 1924. La principale ville du Tibet. Lhasa, une ville mythique, surnommée la Terre des Dieux en tibétain. Elle est nichée au cœur des montagnes de l'Himalaya, à 3700 mètres d'altitude. Lhasa est le berceau du bouddhisme et beaucoup de pèlerins s'y rendent pour se recueillir devant le palais du Potala, le lieu de résidence du Dalai Lama. Ce matin du 28 janvier, un vent glacial souffle sur la longue file d'attente de personnes qui patientent pour entrer dans la ville. Car il y a un contrôle pour que ne pénètre aucun étranger dans cette ville sainte. Tous les pèlerins sont donc un à un examinés par les gardes. Ces derniers sont concentrés sur leurs tâches. Ils regardent à présent une vieille femme accompagnée d'un jeune homme. Elle est très maigre, presque squelettique. Elle a tous les attributs d'une mendiante descendue des montagnes voisines. D'une voix rauque, elle psalmodie des chants bouddhistes en langue tibétaine. Ses cheveux sont emmêlés et ne forment qu'une seule masse sombre. Ses traits sont creusés par le vent, burinés par le soleil. Elle est habillée de haillons et porte le bonnet noir des bergers de la région. Le jeune homme qui se tient à côté d'elle pourrait être son fils. Après un regard inquisiteur, les gardes de la cité les laissent entrer. Exténués par le voyage, les deux personnes se joignent alors à la foule des pèlerins. Fous de joie, ils voient se dessiner les contours du palais du Potala. Cette vieille femme et son accompagnateur sont loin d'être des mendiants. Leur accoutrement est en réalité un déguisement. La femme s'est grimée en mendiante. Elle a mélangé des poils de yak à sa chevelure pour la rendre hirsute. Et elle s'est même noirci la peau avec des cendres et du cacao. Cette fausse mendiante s'appelle Alexandra David-Néel. Elle est française et ça fait 13 ans, déjà, qu'elle sillonne l'Asie. À 56 ans, elle est venue à Lhasa avec Yungden, son fils adoptif, rencontré 11 ans plus tôt dans le Sikkim, ce petit royaume au cœur de l'Himalaya. Depuis leur rencontre, ils ne se sont jamais quittés. Avant d'arriver sur le toit du monde, l'autre nom du Tibet, ils sont partis de la province du Yunnan en Chine. La voyageuse et son fils ont ensuite traversé le désert de Gobi, puis la Mongolie. Ils ont marché plus de 2000 km à dos de yak et de mules. Dans le plus grand dénuement, ils ont bravé plusieurs rivières et ont passé des cols de plus de 5000 mètres d'altitude. Voici comment bien des années plus tard, l'exploratrice racontera cette expérience incroyable, mais extrêmement difficile. Devant les villages, on s'en allait mendier et on récoltait des aumônes. Quelquefois, ça n'était pas très bon, mais d'autres fois, à peu près mangeable. Et puis, quand on n'en avait pas, eh bien, ma foi, on jeûnait.
Il nous est arrivé de rester 6 jours sans manger. Il n'y avait plus rien, nous étions dans les neiges, absolument perdus. On a traversé des montagnes, alors enfouis dans la neige. La neige ne s'est pas interrompue pendant ces 6 jours. Enfin, nous avons trouvé une espèce de hutte qui était habitée pendant l'été par des bergers. On y a trouvé une provision de bouse de vache séchée. Ça nous permettait de faire du feu et de faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Enfin, les jours suivants, nous avons rencontré des gens qui nous ont donné du thé. Il était temps tout de même. Mais c'est là, à Lhassa, caché derrière ses habits de fortune, que l'aventurière va atteindre peut-être le sommet de sa carrière. Pendant 2 mois, elle va étudier et traduire des textes sacrés, observer les mœurs des pèlerins et vivre parmi eux. Cela renforce ses convictions bouddhistes. Ce séjour est extraordinaire et inédit. Alexandra David-Néel est la première femme européenne à entrer clandestinement dans la fameuse Terre des Dieux. Si elle est parvenue à accomplir cet exploit, c'est grâce à sa ténacité exceptionnelle. Grâce aussi à son sens du voyage et de l'à-propos. Mais d'où vient sa force? Quelle obsession l'habite? D'où vient sa curiosité étonnante? Pour comprendre son parcours, il faut remonter quelque temps auparavant, au XIXe siècle. Alexandra David-Néel est née le 24 octobre 1868 dans la banlieue parisienne, à Saint-Mandé. C'est la fille unique d'un couple franco-belge. Son père, Louis David, est instituteur. C'est un militant républicain. Depuis le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, il est un farouche opposant à l'Empire. À tel point qu'il va être proscrit et contraint de s'exiler en Belgique pendant quelques mois. C'est là qu'il a rencontré Alexandrine, une jeune femme qui a du sang asiatique dans les veines. Le couple revient à Paris pendant quelques années. En 1871, Alexandra a 3 ans. Elle a retenu quelque chose de cette atmosphère très tendue dans la capitale. Son père a suivi de près l'actualité, c'est-à-dire la révolution des communards. Il a vu comment certains ont été exécutés au Père-Lachaise. Louis David veut que sa propre fille, même si elle est très jeune, se souvienne de ce massacre et prenne conscience de la cruauté des hommes. Alexandra est encore toute petite, mais c'est un enfant très vif. Elle adore lire, elle regarde pendant des heures son atlas. Elle a l'habitude de s'enfermer dans sa chambre pour découvrir les récits de Jules Verne. Elle se rêve, elle aussi aventurière. Alexandra a raconté qu'à peine âgée de 6 ans, elle avait fait une fugue dans le bois de Vincennes en espérant y trouver des grandes découvertes. Elle renouvelle ses tentatives d'évasion toute son enfance. Mais c'est à l'adolescence qu'Alexandra, alors qu'elle est en famille à Ostende, va profiter d'un moment d'inattention de ses parents pour embarquer sur un bateau en direction de la Hollande. Son objectif est d'atteindre l'Angleterre. Mais le manque d'argent l'oblige à renoncer en chemin. Elle récidivera un peu plus tard, en fuguant à 2 reprises en Italie. Finalement, à la demande de sa mère, Alexandra est placée dans un pensionnat calviniste aux méthodes éducatives très rigoureuses. Mais par un étonnant paradoxe, c'est chez elle qu'elle découvre la taille du monde, sa grandeur, grâce à un ami de son père, un certain Élisée Reclus. Oui, Élisée Reclus, le grand géographe, humaniste et anarchiste, qui va lui enseigner aussi l'émancipation des femmes, le féminisme et la liberté des mœurs. En somme, à 20 ans, Alexandra va participer au premier quotidien féministe au monde, un journal fondé par Marguerite Durand, La Fronde. Elle participe également aux réunions du Conseil national des femmes françaises, qui milite évidemment pour les droits des femmes, mais ses idées anarchistes l'amènent à rejeter certaines positions de cette nouvelle organisation. À la revendication du droit de vote pour les femmes, Alexandra préfère la lutte pour l'émancipation économique. Selon elle, le manque de ressources financières des femmes est la principale cause de leur malheur. Voilà pourquoi elle va peu à peu s'éloigner des structures féministes françaises, tout en restant durant toute sa vie une fervente défenseuse de la cause des femmes. Avec humour, elle a expliqué que son engagement féministe venait parfois du comportement de certains hommes. Les hommes, ceux qui dans ma jeunesse s'efforçaient dans les couloirs étroits et les escaliers en tire-bouchon de la vieille Sorbonne de nous serrer entre les portes et le mur, ou de nous faire tomber en haut des marches,
qui gracieusement enfonçaient dans la tête des jeunes filles assises devant eux les épingles de leurs chapeaux, ceux-là ont grandi et certains ont persévéré dans le même esprit. Certains ont trouvé drôle et réjouissante cette façon de traiter des femmes pas riches qui avaient l'impudente audace de vouloir demander leur gagne-pain à autre chose qu'à leur sexe. C'est bien à la Sorbonne et au Collège de France qu'Alexandra David-Néel a suivi sa formation. Elle a eu des cours de sanskrit, la langue sacrée des textes bouddhistes tibétains. Elle s'intéresse surtout à l'Asie, à ses langues, à ses traditions. L'ouverture du musée Guimet à Paris, consacré aux arts asiatiques en 1889, a été pour la jeune femme une aubaine. Elle a pu ainsi voir les objets venus de ce continent et découvrir toute une culture qui est devenue pour elle une révélation. Il faut dire que la trajectoire d'Alexandra s'inscrit dans le courant orientaliste de son époque. C'était un mouvement très en vogue à la fin du XIXe siècle. L'orientalisme a marqué l'intérêt des artistes, des écrivains occidentaux pour les pays du Maghreb, qu'on appelle le couchant, pour le Moyen-Orient surnommé le Levant, et surtout, au-delà de ces régions, pour l'Extrême-Orient, là où émerge le bouddhisme. Pour Alexandra, cette religion est plus égalitaire que toutes les autres. Le bouddhisme est loin d'être hostile aux femmes qui savent penser avec dignité et place sur le même rang les êtres d'intelligence et de vertu égales sans se préoccuper de leur sexe. Sa conversion serait donc une forme de quête de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais pas seulement. Car Alexandra y voit aussi une manière de renouer avec ses origines sibériennes. Elle parle d'ailleurs de la goutte de sang mongole qui a soudain repris vie après plusieurs générations. Le voyage devient donc une passion avec un objectif, cet Orient mythique qui fait rêver la jeune fille. Pendant son adolescence, elle a pu suivre des cours de piano et de chant au Conservatoire de Bruxelles. Elle y a même obtenu un prix en 1889, à 21 ans. Elle pense pouvoir se servir de ses compétences vocales pour voyager en toute indépendance financière. Car ses parents, évidemment, ne veulent pas lui payer ses voyages. C'est ainsi que très vite, sa voix va être reconnue par le monde de la musique classique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la jeune femme visite différents pays grâce à ses concerts sous le pseudonyme d'Alexandra Myrial. Elle devient la première chanteuse de l'Opéra d'Hanoï en 1896. Elle y interprète le rôle de Violetta dans la Traviata de Verdi, puis chante dans Les Noces de Jeannette de Victor Massé et interprète aussi Carmen de Bizet. Elle se rend plus tard en Grèce, se produit sur des scènes en Afrique du Nord, en Tunisie, tiens. C'est là qu'elle rencontre un certain Philippe Nel, un ingénieur français qui deviendra son époux en 1904. Pour lui, Alexandra décide d'arrêter sa carrière de cantatrice. Il faut dire aussi qu'elle est lassée d'incarner des rôles de femmes qui meurent par chagrin d'amour. En fait, elle veut aussi se remettre à ses travaux sur l'orientalisme. Les premières années de mariage sont très heureuses. Philippe pense que leur union va calmer les ardeurs d'évasion de sa femme, mais en réalité, il va vite réaliser qu'il se trompe. Les deux époux ne regardent pas dans la même direction. Une lettre, ou plutôt une phrase dans une lettre, l'indique clairement. Voici ce qu'Alexandra écrit à Philippe. « Que veux-tu, mon pauvre ami? Quand je te parle philosophie, tu me caresses les jambes. » À un moment, les deux routes doivent se séparer. Mais quand? En août 1911, Alexandra a maintenant 43 ans. Elle ne veut pas avoir d'enfants et ne se retrouve pas vraiment dans la vie bourgeoise menée avec son mari. Elle rêve plutôt de se consacrer à une vie d'exploratrice, de reprendre ses rêves d'enfant. Cet été-là, elle lui annonce qu'elle part pour 18 mois en voyage d'études. Alexandra ne reviendra en fait que 14 ans plus tard. C'est le début d'une aventure qu'elle attendait depuis si longtemps. Par le bateau, par la route, Alexandra voyage. La voici au Sri Lanka, puis en Inde du Sud, à Pondichéry. C'est là qu'Alexandra va donner des cours sur le bouddhisme aux bourgeois locaux. Elle devient une curiosité, la première femme qui enseigne seule le bouddhisme. Aussi bien les colons que les indigènes, comme on disait alors, se demandent qui est ce personnage un peu extravagant. Il n'empêche, Alexandra devient peu à peu une lama, c'est-à-dire qu'on lui reconnaît
sa capacité d'enseigner le bouddhisme tibétain. Là où elle se trouve en Inde, elle découvre une société dans laquelle les inégalités entre les hommes et les femmes sont immenses. À son échelle, elle essaye de promouvoir les femmes, de lutter contre les traditions qui les oppriment, et milite aussi pour la suppression des castes. En avril 1912, elle obtient une audition auprès du 13e Dalai Lama. C'est une première pour une femme blanche. Avec son esprit vivace et sa répartie, elle lui dira pour plaisanter qu'elle est la seule bouddhiste de Paris. En ce début de voyage, son caractère sociable lui permet de se lier d'amitié avec des personnalités importantes de la région, comme le jeune Maharaja du petit État himalayen du Sikkim, Sidkeong Tulku. Après des pérégrinations au Népal sur les traces du Bouddha historique, le Maharaja lui présente un jeune homme, Yongdem. Il deviendra d'abord son compagnon de route, et bientôt, elle le prendra pour fils. Dans les montagnes du Sikkim, Alexandra va passer 2 ans dans un monastère. Elle mène une vie d'ascète, loin de tout confort matériel. Elle s'initie aux méthodes du sentier direct. Ce sont des enseignements ésotériques très secrets, transmis par son maître, Gonshem, un moine extrêmement réputé de la région. Voici à quoi ressemblait alors le quotidien d'Alexandra. J'ai vécu en ermite sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait 2 fois par an, comme les ermites, au printemps, quand ma provision d'hiver touchait à sa fin, et en automne, parce que pendant l'hiver, les vallées qui s'étendaient en dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année. À force de pratiquer la langue et d'étudier les textes sacrés, la Parisienne maîtrise parfaitement le tibétain. Elle se sent prête pour aller dans ce pays, qui reste le berceau de ses rêves, là où se trouve le Dalai Lama. Elle aimerait rencontrer le Panchen Lama, qui est le 2e plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain. En 1916, Alexandra décide d'y partir. Elle sait bien que la situation politique du pays est instable. D'un côté, les Britanniques sont en train de prendre le pouvoir sur le territoire, de l'autre, les Chinois menacent de l'envahir. Pour être dans son bon droit, elle devrait demander une autorisation d'entrée sur le territoire, mais l'idée qu'une puissance européenne contrôle les frontières d'un pays qui n'est pas le sien lui semble insupportable. Sans demander l'avis de personne, elle se rend à Shigatse, dans le sud-ouest du Tibet. Elle visite de nombreux monastères et rencontre les lamas locaux. Au bout de 2 semaines, un résident britannique la repère et alerte les autorités. Ces dernières estiment que dans cette zone, tout est trop dangereux pour une occidentale. Selon eux, c'est une incursion clandestine qu'il faut punir. Si bien qu'ils décident de l'expulser en septembre 1916. Évidemment, Alexandra est agacée par ce comportement. Mais peu importe, elle n'a pas dit son dernier mot. À 5 reprises, elle essaye à nouveau d'entrer au Tibet. Une fois, elle y parvient grâce à une charrette remplie de malles de provisions avec plusieurs domestiques. Mais dans la région, son visage commence à être connu et donc, une fois de plus, elle est repoussée à la frontière. Mais elle ne se résigne pas et décide de se faire oublier un peu par les autorités. Elle part donc dans d'autres régions, en Birmanie, en Malaisie, en Corée, au Japon. C'est là qu'elle rencontre le professeur Kawaguchi. Ce dernier lui raconte qu'il a vécu 18 mois à Lhasa. Il dit s'être déguisé en moine chinois pour pénétrer dans la cité interdite. Son récit donne une belle envie à Alexandra, et peut-être aussi le moyen de sa ruse. Cette fois-ci, elle se dit qu'elle réussira en s'y prenant autrement. Et de fait, elle va passer par la Chine pour entrer au Tibet. De l'autre côté de la frontière, avec son fils, elle se prépare pour un voyage de plusieurs mois. Et un beau jour, ils partent sur les routes, simplement munis d'un peu d'argent, d'une boussole et d'un pistolet. Au terme de ce périple, durant lequel ils connaîtront la faim, la soif, la saleté, ils parviennent enfin à entrer à Lhasa le 28 janvier 1924. 1 an plus tard en Europe, les journaux commencent à parler de cette femme de 56 ans. C'est ainsi que, le 25 janvier 1925, l'agence de presse Havas mentionne son exploit. On annonce qu'une Française, Madame Alexandra David-Nel, qui quitta la France en 1911 pour l'Inde, est parvenue à entrer dans Lhasa, ville interdite aux étrangers. Après 14 ans d'absence,
finalement, la voyageuse décide de rentrer en France. C'est sur le retour qu'elle se débarrasse de son déguisement de mendiante. Alexandra David-Néel passe par l'Inde, par Bombay où elle accorde de nombreuses interviews. Et finalement, en mai 1924, elle est accueillie au Havre comme une vraie héroïne nationale, toujours vêtue de son bonnet noir. Elle fait la une des journaux. De retour au pays, elle va consacrer sa vie à l'écriture. En 1927 est publié son livre « Une Parisienne à Lhassa » qui sera un succès de librairie dans le monde entier. C'est à cette période qu'elle achète une grande bâtisse perdue dans les Alpes, à Digne-les-Bains. Alexandra qualifie cette région d'Himalaya pour Lilliputien. Dans cette maison, elle construit son cabinet d'écriture. Elle décore ses murs de tous les souvenirs qu'elle a ramenés de ses voyages. Tapisseries, masques, statuettes de Bouddha, encens. Son intérieur est une sorte de havre bouddhiste. Elle fait même construire une tour d'inspiration tibétaine qui attire la curiosité des habitants alentours. Alexandra baptise cette maison d'un nom tibétain. Elle s'appellera Samten Dzong, qui signifie la forteresse de la méditation. Ce lieu est considéré comme le premier sanctuaire lamaïste de France. Mais très vite, l'appel de l'Asie revient plus fort encore. Elle repart en Chine, où elle souhaite finir d'étudier le taoïsme, l'un des 3 piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme et le bouddhisme. 5 années durant, elle retrouve sa vie parmi les moines dans une Chine dévastée par la guerre, les bombes et les épidémies. Alexandra décidera de quitter le pays en 1941 à bord d'un vol militaire américain. À son retour, elle a 73 ans. Elle apprend le décès de son mari, Philippe Néel, en 1941. Depuis leur mariage 40 ans plus tôt, ils n'avaient cessé de correspondre. Cette solitude nouvelle la pousse à poursuivre un ultime but, répandre la pensée bouddhiste en Occident. Elle est persuadée que cette spiritualité pourrait convenir à ses contemporains. Malgré son âge avancé, elle va se montrer très prolifique. Elle travaille 16 heures par jour. En 10 ans, elle écrit 9 livres, qui sont des études de textes sacrés ou des récits de ses voyages. En 1959, elle engage Marie-Madeleine Perronnet, une jeune fille qui habite non loin de sa maison. Elle va l'aider dans les tâches quotidiennes, mais petit à petit devient sa secrétaire, son amie, sa confidente. Elle aussi a soif de voyage. Alexandra envisage de faire un tour du monde en 4 chevaux, accompagnée par Marie-Madeleine. Elle veut partir de Digne, aller jusqu'à Berlin, Varsovie, Moscou, Vladivostok. Et de là, prendre le bateau, atteindre l'autre rive, les Amériques, aller même jusqu'à New York. Un tour du monde. À ce voyage, je ne vois qu'une seule difficulté. Il faut qu'on me descende au rez-de-chaussée et qu'on m'introduise dans l'auto. Une fois installé, il n'y a qu'à rouler, c'est tout simple. Voilà comment Alexandra David-Néel voyait les difficultés des voyages dans le monde moderne. À 100 ans, la grande exploratrice fait une demande de renouvellement de son passeport. Mais le 8 septembre 1969, Alexandra s'éteint dans sa chambre, à Digne-les-Bains. Cette ultime tibétaine verra ses cendres dispersées dans le Gange, en Inde, par Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine qui transformera cette maison tibétaine en musée, et à son tour, elle deviendra un centre réputé du bouddhisme. En 1982, le 14e Dalai Lama y viendra et y séjournera même, rendant un vibrant hommage à la mémoire d'Alexandra. Alexandra avait coutume de répondre quand on lui demandait comment choisir ses objectifs dans la vie, une phrase assez simple. « Choisissez une étoile et ne la quittez pas des yeux, elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine. » Au fond, la vie d'Alexandra David-Néel a quelque chose d'exceptionnel dans le mouvement qu'elle a signifié. Mais elle est aussi révélatrice de la profonde transformation de la place des femmes en Occident et en Orient. Avec elle, ce n'est plus son rôle d'épouse ou de femme au foyer qui est mis en avant, mais c'est son être social et spirituel. Avec Alexandra David-Néel, la femme regarde le monde, mais plus encore, elle le change.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, Préparé par Adèle Salmon, réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.